Les naufragés de l'air, d'après des extraits de L'île mystérieuse de Jules Verne. « 23 mars 1865, vers 4 heures du soir, au-dessus du Pacifique. » Remontons-nous. Non, au contraire, nous descendons. Pis que cela, monsieur Sirius, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il? Non! J'entends comme un clapotement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Dehors tout ce qui pèse. Tout! Et à la grâce de Dieu. Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année, et pendant lequel le baromètre tomba à 710 000 mètres. Ce fut un ouragan sans intermittence qui dura du 18 au 26 mars. Les ravages qu'il produisit furent immenses en Amérique, en Europe, en Asie, sur une zone large de 1800 miles, qui se dessinait obliquement à l'équateur, depuis le 35e parallèle nord jusqu'au 40e parallèle sud. Ville renversée, forêt déracinée, rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarets. Territoire entier nivelé par des trombes qui broyaient tout sur leur passage. Plusieurs milliers de personnes écrasées. Tels furent les témoignages de sa fureur. Or, au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient sur terre et sur mer, un drame non moins saisissant se jouait dans les airs bouleversants. En effet, un ballon, porté comme une boule au sommet d'une trombe et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air, parcourait l'espace avec une vitesse de 90 miles à l'heure, en tournant sur lui-même comme s'il eût été saisi par quelques maelstroms aériens. Au-dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle qui contenait 5 passagers, à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs. Aucun reflet de lumière, aucun bruit des terres habitées, aucun mugissement de l'océan n'avait pu parvenir jusqu'à eux dans cette immensité obscure, tant qu'ils étaient tenus dans les hautes zones. Cependant, le ballon, délesté de lourds objets tels que munitions, armes, provisions, s'était relevé dans les couches supérieures de l'atmosphère. La nuit se passa au milieu d'inquiétudes qui auraient été mortelles pour des âmes moins énergiques. Puis le jour reparut, et avec le jour, l'ouragan marqua une tendance à se modérer. Vers 11 heures, la partie inférieure de l'air s'était sensiblement nettoyée. Mais vers cette heure-là aussi, on eût pu constater, de nouveau, que le ballon s'abaissait lentement. Vers midi, l'aérostat ne planait plus qu'à une hauteur de 2000 pieds au-dessus de la mer. Il fallait donc à tout prix arrêter le mouvement descensionnel pour empêcher que l'aérostat ne vînt s'engloutir au milieu des flots. La fuite de gaz était impossible à stopper à cause de la déchirure de l'appareil. Pour se donner quelques heures de plus, les passagers allégèrent la nacelle. Déterminés à survivre, l'équipage explorait les différentes possibilités pour rester à bord du dirigeable le plus longtemps possible car la nacelle, faite en osier, n'avait aucune chance de rester à la surface de l'eau si elle y était amenée. À cet instant, une voix se fit entendre. Le ballon se relève-t-il? Un peu, il ne tardera pas à retomber. Que reste-t-il à jeter dehors? Rien. Si, la nacelle. Accrochons-nous au filet et à la mer, la nacelle. C'était, en effet, le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat. Les 5 passagers étaient ici dans le filet. Au-dessus du cercle, ils se tenaient dans les réseaux du mari, regardant la ville. On sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats. Il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical.
L'appareil flottant dans l'air se comporte comme une balance d'une justesse mathématique. Mais après un instant équilibré dans les zones supérieures, l'aérostat commence à redescendre. Le gaz fuyait par la déchirure qu'il était impossible de réparer. À 4 heures, le ballon n'était plus qu'à 500 pieds de la surface des eaux. Un aboiement sonore se fit entendre. Un chien accompagnait les passagers et se tenait accroché près de son maître, dans les mailles du filet. « Top a vu quelque chose !»« Terre, terre !» Mais cette terre se trouvait encore à 30 miles sous le vent. Il ne fallait pas moins d'une grande heure pour l'atteindre, et encore à la condition de ne pas dériver. Ils ignoraient ce qu'ils étaient, îles ou continents, car c'est à peine s'ils savaient vers quelle partie du monde l'ouragan les avait entraînés. Or, à 4 heures, il était visible que le ballon ne pouvait plus se soutenir. Déjà, la crête des énormes lames avait plusieurs fois léché le bas du filet, l'alourdissement encore, et l'aérostat ne se soulevait plus qu'à demi. Mais le ballon épuisé, flasque distendu, chiffonné en gros plis, ne conservait plus de gaz que dans sa partie supérieure. L'enveloppe de l'aérostat fit poche alors et le vent, s'y engouffrant, le poussa comme un navire vent arrière. Peut-être accosterait-il ainsi la côte. Il remonta à une hauteur de 1500 pieds et là il rencontra une sorte de remous du vent qui, au lieu de le porter directement à la côte, lui fit suivre une direction presque parallèle, hors de la portée des lames. Les passagers, s'aidant les uns les autres, parvinrent à se dégager des mailles du filet. Le ballon, libéré du poids de ses passagers, fut emporté par le vent et disparut dans l'espace. La nacelle avait contenu 5 passagers, plus un chien, et le ballon n'en jetait que 4 sur le rivage. L'homme manquant avait été enlevé par un coup de mer, ce qui avait permis à l'aérostat de remonter. Les 4 naufragés, songeant à l'absent, s'écriaient « Il essaye peut-être d'aborder à la nage. Sauvons-le !» 100 fois, ils auraient dû périr. 100 fois, leur ballon déchiré aurait dû les précipiter dans l'abîme. Mais le ciel les réservait à une étrange destinée.